Cette vidéo est sponsorisée par Incogni. Il y a un métier que vous ne connaissez normalement pas. Vous ne travaillez pas avec ces gens, vous n'utilisez pas leurs services, et pourtant ils interviennent quotidiennement dans vos vies. Il s'agit des courtiers en données. L'activité des courtiers en données consiste à marchander des données, beaucoup de données, énormément de données. Vos données. Ils regroupent tout ce qu'ils peuvent trouver de pseudonymes, les lient à tout ce qu'ils peuvent trouver d'adresses email, de dates de naissance, d'adresses postales, de sexe, d'orientation sexuelle, d'affiliation politique, d'informations médicales, financières, de numéros de sécurité sociale. Dans le meilleur des cas, votre interaction avec ces courtiers en données se limite à recevoir masse de spam sur vos adresses email qu'ils ont évidemment vendues à des tiers. Et ça peut malheureusement aller beaucoup plus loin que le spam. Usurpation d'identité, perte de contrôle sur vos données personnelles. Et on va être clair, jusqu'à récemment c'était relou, mais c'était gérable. Parce qu'aujourd'hui, il devient en pratique faisable d'utiliser une IA pour imiter votre voix ou la voix de quelqu'un que vous connaissez et de faire dire à cette voix absolument ce qu'on veut. Pour soutirer de l'argent à un proche, effectuer un paiement par téléphone, prendre des renseignements sensibles auprès de quelqu'un qui reconnaîtra votre voix sans se douter de rien. Et alors qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ça? Il faut faire disparaître vos données, des bases de données, de ces courtiers en données. C'est légalement faisable, mais c'est absolument un parcours du combattant, et c'est précisément le service que propose Incogni. Contactez en votre nom un maximum de ces courtiers en données et faire auprès de toutes les démarches nécessaires pour qu'ils suppriment vos données. Vous créez un compte avec le lien dans la description. Vous renseignez vos données ainsi que, si vous prenez un forfait famille et amis, les données de 4 de vos proches. Et c'est tout. Il n'y a plus qu'à laisser faire Incogni. Vous aurez accès à une interface qui vous dira comment ça avance en temps réel, mais en réalité, vous n'aurez pas à vous préoccuper de quoi que ce soit. Bien, moi, j'ai bossé pendant 20 ans dans l'informatique. Je vous dirais bien que vous pouvez le faire vous-même, hein. Mais franchement, non. Voilà. Déjà, pardon, mais vous avez mieux à faire de votre temps. Et puis, on les connaît pas, ces courtiers, je veux dire. Sans déconner, vous avez déjà entendu parler de Yasni, Findem. La liste est méga longue et elle s'allonge régulièrement. Alors, croyez-moi, utilisez le code YPENSER avec le lien dans la description et bénéficiez d'une réduction de 60% sur un forfait Incogni annuel. Et puis, si vous n'êtes pas satisfait du service, vous avez 30 jours pour vous faire rembourser intégralement. Encore merci à Incogni de me faire confiance et quant à nous, on se retrouve dans quelques secondes pour la vidéo. C'est en 1727, à l'âge de 84 ans, que s'est éteint l'un des plus grands penseurs de l'histoire de l'humanité. Ça faisait déjà quelques années qu'il s'était retiré dans la campagne anglaise pour se reposer et tenter de se rétablir. À la fin de sa vie, il souffrait énormément de calculs rénaux, de problèmes intestinaux, d'infections pulmonaires, d'attaques de gouttes. Ces souffrances qui parfois découlaient directement de son travail nous montrent la dévotion qu'a portée cet homme à son œuvre. Un homme rongé par le doute, l'égocentrisme et également l'obsession qui a changé littéralement la face de notre monde. Inhumé auprès des rois d'Angleterre, son cercueil est porté en grande pompe dans l'abbaye de Westminster. Un de ses grands admirateurs, un philosophe français du nom de Voltaire, est présent ce jour-là. Et il dit la chose suivante. Il a vécu honoré de ses compatriotes et a été enterré comme un roi qui aurait fait du bien à ses sujets. Ce roi de la science est donc l'un des plus grands penseurs de l'histoire avec un grand H. Aujourd'hui, je vais m'efforcer de vous montrer l'étendue de sa détermination et de son travail. Mesdames et messieurs, Sir Isaac Newton. Alors on a parlé d'un paquet de monde sur cette chaîne au fil des La Preuve par vieux, mais de tous, celui d'aujourd'hui est sans doute celui qui a le plus révolutionné la science. Et vous comprenez bien qu'il faut y aller pour avoir plus d'impact au niveau des sciences que quelqu'un comme Einstein ou Curie ou Schrödinger ou Planck. Mais ça sort pas de nulle part, hein. Je veux dire, l'apport qu'il a eu à travers ses différents travaux a tout changé. D'ailleurs, et c'est ça qui est bien avec Isaac Newton, clairement le gars voulait qu'on se rappelle de lui. C'est pour ça qu'il a vécu sa vie avec un certain panache. Autrement dit, il va y avoir 2-3 anecdotes qui clairement classent le gars au rang des Pokémon légendaires. Et en réalité, tant mieux, parce que si tout ce que j'avais à vous raconter à son sujet, c'est qu'il s'est enfermé dans un bureau, qu'il a gratté du papier, et qu'il a publié des travaux, bah ce serait pas la vidéo du siècle, hein. Mais, comme je l'ai dit tantôt, Isaac Newton a vécu sa vie avec panache, et donc on a de la matière pour raconter sa vie. Tellement que vous allez pouvoir voir, d'ailleurs comme toutes les vidéos depuis quelques années, qu'il y a un super chapitrage en bas, hein, pour pas vous paumer. Si vous le voulez bien, commençons par le commencement. Précisément,
le 4 janvier 1643. Et déjà là, je suis pas d'accord. J'écoute. Même si communément il est admis qu'il est né le 4 janvier 1643 et qu'il est mort le 31 mars 1727, ce ne sont pas les dates qui sont marquées sur sa tombe. En effet, sur sa tombe, vous pouvez lire qu'il est mort le 20 mars 1727 et qu'il est né le 25 décembre 1642. C'est d'ailleurs la blague de Big Bang Theory où quand il fête Noël, en fait Sheldon, pour lui, il fête la naissance de Newton. Et là, du coup, vous allez me dire, pourquoi ? C'est à cause de la différence entre le calendrier grégorien qu'on utilise nous et le calendrier julien qu'ils utilisaient, eux, au Royaume-Uni à l'époque. Et à ce sujet, petite parenthèse. Alors non, pas de parenthèse, tout le monde s'en branle, c'est pas le sujet de la vidéo, merci. Bon bah, fin de la parenthèse. Comme nous, on a l'habitude du calendrier grégorien, on va se contenter d'utiliser le calendrier grégorien. Et donc on disait, Isaac Newton, il est né le 4 janvier 1643 au Royaume-Uni à Woolthorpe, Thorpe, pas Trop, c'est pas Thorpe plutôt, Thorpe dans ce cas, comme ça. Et déjà à sa naissance, il fait parler de lui. En effet, c'est un bébé prématuré dont les médecins disent qu'il n'a à peu près aucune chance de survivre en fait. J'étais tout petit. Apparemment, il pouvait tenir dans un volume vraiment petit. Un carmug, ça fait un petit peu moins d'un litre. C'est-à-dire, faut imaginer qu'il tenait dans un truc comme ça, quoi. Ouais, à peu près. Mais bon, de vous à moi, je sais pas si j'aurais absolument confiance en tout ce qui se raconte à son sujet. Oui, parce que, globalement, l'enfance de Newton, on la connaît soit par Newton, soit par un proche de Newton, qu'il a entendu de Newton. Donc sur cette période de sa vie, on peut se permettre de prendre des pincettes sur ce qu'on raconte à son sujet. À l'âge de 3 ans, il devient pilote d'hélicoptère. Vous voyez ça? C'était un test. Un événement qui va marquer son enfance et sans doute forger une partie de son caractère, c'est le départ de sa maman, qui se remarie avec un pasteur, avec lequel elle se casse en le laissant chez ses grands-parents. À Woolthorpe. Ah ouais, dur. Oui, dur, parce que comme je l'ai dit, ça va vraiment marquer Isaac Newton. On aura l'occasion d'en parler. D'ailleurs, vous aurez l'occasion au cours de cette vidéo de vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses concernant Isaac Newton qu'on peut soit rapprocher de la peur de l'abandon, soit de la volonté de montrer qu'il est meilleur que tout le monde et que tous les autres sont des cons. En gros, ce besoin de se démarquer et d'être meilleur que tout le monde, il est possible que ça se soit développé lorsqu'Isaac Newton était âgé de 10 ans et que sa mère, dont le mari pasteur était décédé, est revenue vivre avec lui. Ainsi que 3 nouveaux enfants. À la ferme familiale. À la ferme? Ouais, à la ferme ta gueule, connard. Mais bon, tout ça ne va pas durer très longtemps, car 1 an plus tard, Isaac Newton est envoyé dans une école à 10 km au sud de la ferme de Woolthorpe. Et bien sûr, comme d'habitude, vous vous en doutez, tous ces professeurs sont absolument étonnés de voir à quel point Isaac Newton est un branleur. Pardon? Isaac Newton est un énorme branlos qui s'assoit au fond de la classe pour pioncer et... Alors ok, il est habile de ses mains et il est bon dessinateur, qui ne s'intéresse pas aux cours. Jusqu'au jour où il va se faire emmerder par un mec de sa classe. Ouais, il y a un mec de sa classe qui vient le faire chier et ils se battent. Et vous pensez bien que Newton lui a mis une énorme branlée parce que c'est ce que font les branleurs. Oui, ouais, il l'a défoncé. Et c'est là qu'intervient ce dont je parlais avant, parce que on aurait pu se dire que Newton, à ce moment-là, il allait se dire « Bon, c'est bon, j'ai mis une énorme tréha, je pense qu'il a compris, et il retiendra la leçon. » Mais non! Newton, il s'est dit « Comment est-ce que je peux le fumer et l'écraser sur tous les plans ?» Et comme le gars en question était pas totalement nul en classe, il s'est dit qu'il allait le dominer intellectuellement en devenant le meilleur de sa classe. Voilà, hein, donc, Isaac Newton, c'est pas un génie par nature ou par vocation. C'est un génie pour faire chier un mec de sa classe. Ce qui va grandement l'aider à accomplir cette tâche, c'est qu'à cette période-là, il ne vit pas à la ferme familiale, il est logé chez un apothicaire qui est un ami de la famille. Je veux dire, chez Isaac Newton, il n'y a pas beaucoup de bouquins. Et les quelques bouquins qui sont là sont plutôt des bouquins de théologie. Tandis que chez l'apothicaire, justement, il y a beaucoup de bouquins. Et là, Newton se découvre une passion pour les sciences. Il lit absolument tout ce qu'il peut en matière de chimie, de philosophie, d'alchimie. Mettez-le dans un coin de votre tête, celui-là. Et donc là, bon bah on est bien d'accord, à partir de ce moment-là, Isaac Newton, il déchire tout. Et du coup, c'est quoi la suite? La ferme. La ferme? La ferme ta gueule, j'ai dit. Et oui, malheureusement pour lui, il doit interrompre ses études et retourner à la ferme
pour aider sa maman. Et c'est un retour à Woolsthorpe. Je sais pas si vous vous imaginez le nombre potentiel de génies à côté desquels on est passé à cause de conneries de ce genre. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Isaac Newton, c'est pas un noble. Sa famille ne fait pas partie de la haute aristocratie anglaise. Son père et sa mère sont globalement deux pécores illettrés qui, en vrai, s'en sortent pas si mal que ça vu le niveau. Des sources racontent que la famille Newton possédait environ 200 têtes de bétail, là où, dans la région, la plupart des gens, en moyenne, c'était 30 ou 40 bêtes. Autrement dit, la famille Newton n'est pas à plaindre. Ils sont plutôt à l'aise. Mais ça reste des bouseux. Et c'est notamment pour ça que sa mère veut pas qu'il continue ses études. Heureusement pour lui, l'entourage d'Isaac se rend compte de son potentiel et son oncle, un pasteur avec lequel il s'est lié d'amitié, ainsi que son professeur, entrent dans un bar, vont réussir à convaincre sa mère. Le professeur propose même de payer lui-même les frais de scolarité d'Isaac et de le loger. Et ce sont ces personnes-là qui permettent à Isaac Newton de finir sa scolarité et d'entrer à l'université. Et à votre avis, de quelle université s'agit-il? Hein? On n'en a jamais parlé sur cette chaîne. Allez, on le dit tous ensemble. 1, 2, 3... Le fucking Trinity College de Cambridge. Et là, vous avez le droit de vous poser la question, comment il a fait? Oui, parce que le professeur, là, il payait les frais de scolarité de son école, pas de l'université. Et le problème, c'est que ça coûte une couille, ce genre de collège. Et que... C'est un mauvais exemple parce qu'il a des couilles, mais en fait, ça coûte énormément d'argent dont il ne dispose pas. Donc oui, en effet, ça coûte une race. Mais Newton va faire quelque chose de malin. Il va intégrer l'université en tant que subcisor. Subcisor, je sais pas comment ça se prononce. En gros, Newton va bosser sur son temps libre comme domestique pour les étudiants riches. C'est un vrai truc, hein. Vous imaginez bien que dans les écoles traditionnelles anglaises, il y a des élèves qui ont besoin que quelqu'un vienne littéralement leur cirer leurs pompes. Et ben, il y a eu au cours de l'histoire des mecs qui se sont fait cirer les pompes par Isaac Newton. Qu'est-ce que je raconte, moi? Il y a des mecs qui se sont fait littéralement changer leur peau de chambre par Isaac Newton. En échange de ce travail, Newton va pouvoir assister au cours. Mais il va pas pour autant y prêter toute son attention. Oui, parce qu'Isaac Newton est plutôt un autodidacte, et donc il préfère lire de lui-même des ouvrages de Galilée, de Wallis, de Descartes, plutôt que de s'emplafonner les bouquins de littérature médiévale anglaise qui sont au programme. Quoi qu'il en soit, en 1665, Isaac Newton décroche son diplôme, il va enfin pouvoir vivre la grande vie à Cambridge, et raté. En 1665, c'est la peste noire. Oui, voilà, donc si jamais vous étiez étudiant pendant la période du Covid et que vous trouviez que, oh là là, c'était la merde, dites-vous qu'en 1665, la peste noire tuait une personne sur 4. Heureusement pour Newton, et incidemment pour nous, il ne fait pas partie des victimes. Parce qu'il a trouvé un endroit idéal pour aller se confiner, pour s'isoler. À Woolsthorpe. À la ferme. À la ferme. Quoi? Newton s'isole. Il s'isole évidemment du monde, mais également du monde scientifique autour de lui. Et ce confinement est sans doute le confinement le plus efficace dans l'histoire de l'humanité. Pendant que vous avez appris vous-même à faire votre propre pain, qui est dégueu, soit dit en passant, oui, parce que sinon vous continueriez à le faire, votre propre pain, il n'y a pas d'autres exemples d'exploits dans l'histoire de la science comparé à ce que Newton a fait durant ces 2 années d'or. Pas mal. Mais évidemment, le meilleur pour parler de cette période, ça va être Isaac Newton lui-même. Alors, pas de panique, on explique après. Au commencement de l'année 1665, j'ai trouvé la méthode pour approximer des séries et pour transformer la puissance d'un binôme en une telle série. La même année, en mai, j'ai trouvé la méthode des tangentes de Gregory et Slusius et, en novembre, la méthode directe pour calculer les fluxions. L'année d'après, en janvier, j'ai établi la théorie des couleurs et, en mai, j'ai procédé à une ouverture dans la théorie des fluxions inverses. Et la même année, j'ai commencé à réfléchir à une théorie de la gravité qui s'étend à la Lune. Et ayant trouvé comment estimer la force qu'une boule en orbite dans une sphère exerce sur la paroi de la dite sphère, notamment grâce aux lois de Kepler, j'en ai déduit que la force qui garde les planètes sur leur trajectoire doit être inversement proportionnelle à leur distance au carré. J'ai ensuite comparé la force requise pour que la Lune reste sur son orbite à l'intensité de la gravité à la surface de la Terre, et ça correspond
ouais, putain, quand même. Ouais, ça fait beaucoup, là, non? J'avoue, là, ça rigole zéro. Bon, on va faire une petite pause dans l'histoire de la vie de Newton pour détailler un petit peu, justement, ce qu'il a fait pendant cette période. Premièrement, on va un peu parler des séries et de sa méthode pour transformer la puissance d'un binôme en série. Alors, qu'est-ce qu'une série? Petite parenthèse. En gros, une série, c'est une somme, voilà, mais pas tout à fait. Voilà, donc il y a tout un tas de détails dont on va pas vraiment parler. C'est-à-dire, vous prenez 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus, etc., jusqu'à, je sais pas moi, 1000, bah, c'est un élément d'une série, en fait. Ouais, voilà, on va pas rentrer dans les détails mathématiques, parce qu'on n'a pas vraiment le temps, hein, on va être clair. Et puis aussi parce que la prépa, ça commence à remonter, mon con, hein? 30 piges, ouais. Ne vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde. Hein. Vous allez voir avec un exemple, ça va aller tout seul. Prenez le nombre 1, vous lui ajoutez 2, ça fait 3, vous ajoutez 3, ça fait 6, vous ajoutez 4, ça fait 10, vous ajoutez 5, ça fait 15. Et vous avez bien compris, voilà, en maths, si on continue, bah ça donne ça. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle une série divergente. Parce que, à mesure qu'on rajoute des nombres, bah ça va pas vers un nombre en particulier. Et si maintenant vous faites un demi, plus un quart, plus un huitième, plus un 16e, plus un 32e, etc., vous allez jusqu'à l'infini, là vous avez une série convergente. Parce que cette somme-là, à mesure que vous rajoutez des nombres, elle va vers un nombre bien défini. Et en l'occurrence, le nombre bien défini, là, c'est 1. Voilà. Et ça se note comme ça. Les séries, en pratique, c'est un outil qui est super pratique pour calculer et approximer des nombres. Et en anglais, le nom du domaine des maths dans lequel on retrouve les séries, c'est un domaine qui s'appelle calculus. Qu'on pourrait évidemment facilement traduire ça en français par calcul, mais ce serait complètement con parce que en français, tout ce qu'on fait avec des chiffres, globalement, ça s'appelle du calcul. Ouais, ce serait un peu comme si le domaine s'appelait maths. Bon, pour avancer dans la vidéo, il n'y a pas besoin franchement de grand chose de plus, donc fin de la parenthèse. Et ce que fait Newton pendant son isolement, en gros, bah, c'est jouer avec les maths. Et putain, le fun à leur époque, c'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Notamment, il va beaucoup s'amuser avec la somme de deux nombres élevés à la puissance n, n étant un entier naturel, c'est-à-dire un nombre entier positif. 1, 2, 7, 12, 37, 613, 1228, etc. Et la somme, elle ressemble à ça, voilà. Et à l'époque de Newton, on sait déjà la calculer. Voilà. On sait, et ça ressemble à ce truc-là, c'est dégueulasse, mais voilà, c'est comme ça. Et on appelle ça la formule du binôme. Et ce qu'a fait Isaac Newton, c'est qu'il a regardé ce truc-là, et puis il s'est dit « Ah, et si à la place du nombre n, je mettais un autre nombre, pas nécessairement naturel, bien on obtiendrait tout de même une série. Et si n valait 1/2, on obtiendrait tout de même une série. » Donc Isaac Newton a réussi à transformer une somme binomiale en série. Et ça, c'est très utile, parce que si vous prenez par exemple un cercle de rayon 1, la surface inscrite dans ce cercle, c'est exactement pi. Or, il se trouve que l'équation de ce cercle, c'est x carré plus y carré égale 1. Soit y égale racine de 1 moins x carré. Ou alors, 1 moins x carré puissance 1/2. Somme binomiale. Or, comme on le verra après, Newton à cette période, il a également inventé le calcul infinitésimal, ce qui fait qu'il sait calculer la surface sous une courbe. Bon, je vous skip les étapes mathématiques parce que c'est vraiment pas le propos, mais en gros, si vous faites l'intégrale de ce truc-là, et que vous le transformez en série, ça vous permet de calculer et d'approximer le résultat. Et on sait que le résultat, c'est pi. Donc, ça vous permet d'approximer pi aussi précisément que vous le souhaitez. Et merci Newton. Et ça, c'est juste un exemple de la puissance de ce que Newton a développé pendant cette période. Veritasium a fait une vidéo sur le sujet. Je vous mets le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Bon, maintenant qu'on a vu ça, on va parler un peu de fluxion, qui est la création du calcul infinitésimal de Newton. Autrement appelé calculus dans la langue de Molière, si Molière avait parlé anglais. Et là, je sais qu'il y en a 2-3 parmi vous déjà qui se mettent à gueuler, genre « Ah non, cette invention, c'est pas Newton, c'est Leibniz, ça tu dis n'importe quoi La guerre Newton-Leibniz. Vous faites donc partie de ces gens qui pensent que le calcul infinitésimal a été inventé par Leibniz Bah ouais, c'est vrai. Mais il y a une raison à ça, c'est parce que Newton déteste les haters. Non, on dit... il n'aime pas la critique. C'est pour ça que même s'il a développé sa théorie en 1665, Isaac Newton c'est le premier à développer cette théorie, il va la garder dans un coin pendant des années. Il va pas en parler autour de lui. Mais pendant ce temps-là, Leibniz, lui, va développer sa théorie et la publier.
avant Newton. Donc là voilà, ça j'en parle vite fait, et la raison pour laquelle j'en parle vite fait, c'est parce que si on commence à détailler l'histoire de tous les gars avec qui Newton s'est frité au cours de sa vie, on n'est pas rendu. Gardez simplement en tête que je dirais que c'est Newton qui a inventé ça. Et notamment, il utilisera sa propre théorie pour les calculs de la généralisation du binôme, mais aussi pour tous les calculs sur un machin dont absolument tout le monde se branle et qui s'appelle la gravitation. En tout cas, si le sujet de la bagarre entre ces deux mecs vous intéresse, il y a Matador qui a fait une vidéo sur le sujet, je vous mets le lien dans la description. Ouais, je suis comme ça. Vous savez, la chaîne, ça fait 12 ans qu'elle existe. Maintenant, je suis plus à ça, quoi. Voilà, puisqu'on est plus ou moins en aparté, là, petit pense-bête. Si vous voulez apprendre des trucs intéressants, c'est Matador. Si vous voulez apprendre des trucs dont personne n'a rien à foutre, c'est Astronogeek. Si vous voulez ne rien apprendre en rigolant, c'est 12 par sec. Et si vous voulez ne rien apprendre et peut-être avoir envie de vous pendre, c'est Astronico. Ça lui apprendra à pas reconnaître qu'il est vosgien. Revenons à nos fluxions. Fluxion, ça vient du latin fluere, qui veut dire couler, et de fluxion, qui veut dire écoulement. Qui a écrit ça? Pour Newton, la fluente, c'est la quantité qui s'écoule. Et la fluxion, c'est la vitesse de variation de l'affluente. Sa dérivée. Aujourd'hui, on appelle ça une dérivée. Fluxion, c'est moche. Newton, là, il pense en physicien. Et ce qu'il a en tête à ce moment-là, c'est la vitesse instantanée. Ouais, mais avant ça, Newton n'a pas tout de suite fait des trucs pour la physique. Hein. Avec son outil, là, Isaac Newton, il s'est attelé à un problème mathématique très connu à Cambridge, et qui avait d'ailleurs fumé son professeur, qui avait passé un temps de dingue sans le résoudre. Il s'agissait de l'intégrale d'une courbe, c'est-à-dire calculer la surface sous une courbe. C'est le fameux problème que Newton évoquait sous le nom de fluxion inverse. C'est vraiment moche, fluxion. Ouais, c'est vraiment moche, peut-être. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on appelle ça le théorème fondamental de l'analyse. Ok? Ah ouais, j'avoue, quand c'est ça le nom, ça fait théorème important tout de suite, là. Faut bien comprendre un truc, hein, c'est que, en matière de mathématiques, ça n'existe pas une seule personne qui bosse sur un problème. Je veux dire, les Grecs, ils savaient déjà mesurer la surface sous certaines courbes, et ça a été amélioré pendant le Moyen-Âge. Mais c'est Newton qui a généralisé ce théorème. Théorème dont le premier énoncé et la première démonstration avaient été effectués par un certain James Gregory. Celui-là même dont Newton parlait. Bon ok, et du coup ça dit quoi ce théorème? Bah ce théorème en gros il dit que si on a une fonction continue sur un intervalle a, b et qu'on veut calculer la surface sous la courbe de cette fonction, bah, il suffit de trouver une des primitives de cette fonction et de la calculer entre les deux points de l'intervalle. Et encore, ça c'est la version facile, hein. Newton, il dit la même chose, mais dedans, il y a fluxion, fluente, enfin tout ça, et en anglais. Hein. Non, c'est chaud. Tout ça pour dire que même si vous ne bitez rien à ce que je raconte, c'est pas bien grave. Ça aurait pu être pire. On aurait pu se retrouver dans une situation où moi non plus, je pigeais rien à ce que je racontais. D'ailleurs, ceux qui ont fait de la physique, vous savez bien que si vous dérivez une fonction f par rapport à une variable x, ça s'écrit df sur dx. Et ben ça, là, le d sur dx, c'est la notation de Leibniz. Mais quand vous le dérivez par rapport au temps, notamment en mécanique, vous l'écrivez f point, avec un point dessus. Et ce point dessus, c'est la fluxion de Newton. Voilà, on va pas entrer plus dans le détail sur ce sujet, dites-vous simplement qu'il s'agit de la même chose, c'est juste que Newton a une vision plus géométrique et cinématique de la chose. Mais bon, pendant cette période, Newton il va expérimenter également sur tout un tas de choses. Il va notamment calculer avec une précision géniale les logarithmes. Oh putain, les logarithmes. Alors, c'est une fonction qui est hyper utile en maths parce que c'est pile l'inverse des exponentielles. C'est également utile en physique parce que ça permet de présenter une échelle différente qui permet de visualiser des ordres de grandeur différents. Mais on s'en fout. Tout ça, on s'en fout. On va pas rentrer maintenant dans les logarithmes. Tout ça, c'est juste pour dire que Newton, voilà, il a un petit peu de temps pendant son confinement de merde, là, et il passe son temps à calculer des valeurs de fonctions logarithmes. Et il ne publie rien, il a absolument personne à qui en parler, et donc il n'en fait rien. Et donc, quand quelques années plus tard, il présente ses travaux à Isaac Barrow, son professeur au Trinity College, ce dernier lui dit « Ah, bah c'est con, parce que ton développement en série, là, c'est vachement bien, mais il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait déjà. Dommage !» Alors, c'est dommage pour Newton, mais ça n'empêchera pas Barrow d'écrire une lettre à ses collègues. Une lettre dans laquelle il expliquera qu'il a un ami qui est génialissime et qui a développé une méthode de ouf pour calculer les puissances d'un binôme, comme Monsieur Mercator l'a fait pour la fonction logarithme. Sauf que Newton, lui, c'est pour n'importe quelle fonction. Bon, là, vous comprenez bien que vu le prestige du poste de Isaac Barrow, cette lettre,
c'est très clairement une lettre de recommandation. Bien, Barrow est le premier titulaire de la chaire lucasienne de mathématiques du Trinity College de Cambridge. Pour vous donner une petite idée du genre de gars qu'on peut retrouver à ce poste-là, on peut noter des gens plus ou moins énervés, comme Paul Dirac, Stephen Hawking, ou encore Isaac Newton, mais ça, il ne le savait pas encore, Barrow. Il ne le savait pas, mais il l'a provoqué, parce que, en gros, ce que fait Barrow, c'est qu'il démissionne de sa chaire pour laisser la place à ce petit con d'Isaac Newton, qui donc se retrouve occuper ce poste à l'âge de 26 ans. Alors là, je suis un peu... Attendez, on est parti trop loin, là. Faut qu'on remonte aux années miraculeuses. Oui. Je sais, c'est confus parce que je parle de plein de trucs et donc je pars dans tous les sens. Mais faut me croire si je vous dis que c'est pas ma faute. Car Newton a tellement découvert de trucs en 2 ans que c'est absolument impossible de catégoriser ça proprement. Et du coup, on en est où Ah, oui. Les couleurs. Oui, Newton, en plus de révolutionner les maths, va s'atteler à révolutionner la physique. Déjà une première fois avec son traité de l'optique. Mais pourquoi Newton décide-t-il de travailler dans le domaine de l'optique? Est-ce par amour des prismes? Non. De Descartes? Non plus. De la science, peut-être? Alors, certainement, oui, évidemment. Mais non. Est-ce par mépris pour un autre scientifique qui a travaillé dans le domaine? Voilà. Newton va lire un bouquin d'un certain Robert Hooke sur la théorie des couleurs, et à la lecture de ce bouquin, il va se dire « c'est de la merde ». Et donc, il va vouloir imposer sa domination intellectuelle, en prouvant la vraie théorie des couleurs. C'est d'ailleurs le début d'une histoire très conflictuelle entre les deux. Il y a notamment la raison pour laquelle je mets pas de vrai portrait de Robert Hooke, c'est parce que Newton a fait détruire tous les portraits de Robert Hooke. Ouais, c'est ce genre de mec. Alors après, allez pas vous imaginer que Hooke était un abruti non plus. C'était un physicien qui expérimentait beaucoup, et on lui doit notamment la loi de Hooke sur l'élasticité. Et donc ce que Hooke va faire, c'est montrer qu'il trouve des propriétés ondulatoires à la lumière. Et c'est là que Newton lui tombe en travers de la gueule, en effet. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette idée de merde selon laquelle la lumière aurait des propriétés ondulatoires, alors que Newton sait bien que la lumière est corpusculaire. Même si, on le verra, il trouve des explications ondulatoires au phénomène de diffraction. Mais c'est pas le sujet, ok? Alors évidemment, nous on sait. On le sait qu'il y a un truc qui s'appelle la dualité onde-corpuscule. Mais ça, eux, ils le savent pas. C'est Young qui trouvera une explication à ces observations. Bref, donc Newton lit le travail de Hooke, il trouve ça absolument nul à chier, et c'est là qu'il va faire l'expérience avec le prisme que tout le monde connaît, l'expérience Pink Floyd. Alors c'est pas comme ça qu'on l'appelle, mais vous avez compris. Et cette expérience, elle est relativement simple en fait. Ouais, d'ailleurs, je préfère vous prévenir tout de suite à partir de là, c'est un peu énervant. Parce que autant les maths, ok, bon, c'est compliqué, c'est galère, tout ça, autant là, on se dit quand même que si on avait vécu en l'an 4, nous aussi, on aurait été des génies. Donc, il fait passer les rayons du soleil à travers un prisme, ça sort un arc-en-ciel. Ça, on savait déjà, on n'a pas attendu Newton pour ça. Mais à l'époque, on pensait que c'était le prisme qui créait l'arc-en-ciel. Sauf que Newton, ce génie parmi les génies, il décide de mettre un autre prisme au cul de l'arc-en-ciel, et il retrouve du blanc. C'est tout. Et pour l'époque, c'est révolutionnaire, parce que ça veut dire que la couleur ne vient pas du vert, mais de la lumière. Non, en vrai, j'avoue que c'est fort de se dire que si on a de la lumière verte, c'est pas parce qu'on l'a fait passer par un verre vert. Prends une autre couleur, là, c'est pas clair. Non, j'avoue, c'est fort de se dire que si on a de la lumière bleue, c'est parce qu'elle passe par un verre bleu. Ouais, c'est mieux. Ce que montre Newton, c'est que la couleur vient de la lumière blanche. C'est intrinsèque à la lumière, pas à l'objet. Ce qu'il montre aussi, et c'est pour ça qu'il y a un arc-en-ciel qui sort du prisme, c'est que chaque couleur a une propriété particulière. Chaque couleur n'est pas accélérée de la même manière à l'intérieur du prisme. Ouais, alors ça, je l'aurais effectivement pas trouvé si j'avais été seul avec mon cerveau. Newton publie ses résultats en 1672, et il y en a un qui est pas du tout content, c'est Robert Hooke. Et oui, parce que Newton lui met une énorme chouma avec sa nouvelle théorie de la lumière et des couleurs. Et là, début de controverse, ça jase un peu. Robert Hooke lui dit que c'est pas juste, mais Newton lui explique qu'il n'est pas assez rigoureux. Et que lui, il se fie beaucoup plus à l'observation et à l'expérimentation. D'où une certaine devise de Newton, hypotheses non fingo. Je ne fais pas d'hypothèse. Et on va être honnête, ça pique. 2 fois même, parce que en plus le truc est en latin, quoi. C'est sale. Mais attention, parce qu'il y a un truc que je vous ai pas dit à propos de Robert Hooke, c'est juste le président de la Royal Society. Donc, non seulement la controverse fait du bruit, mais en plus, Robert Hooke, ça fait bouger certains de ses amis.
dont un de ses amis qui s'appelle Huygens. Et comme ça fait chier Newton de se prendre la tête avec ça, il décide de ne pas publier ses travaux. Ouais, parce que, attention, hein, en 1672, sa publication, c'était pas son traité de l'optique. Hein. C'était juste un petit... comme ça. Non, la théorie optique de Newton, c'est un gros pavé sa mère qui s'appelle, subtilement, Optics, et qu'il publiera en 1704. En 1704, mais pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour révolutionner un domaine? Parce que Hooke est mort en 1703. Ouais, c'est-à-dire qu'en plus de prendre sa place après sa mort à la présidence de la Royal Society, bah Newton, il en remet une couche à titre posthume. Il y a comme un genre de pattern, là, je dirais. Mais juste, allez pas penser que Newton n'a fait que ça, hein, que révolutionner l'optique, hein. Non. Trop facile. Si vous vous rappelez bien, vers le début de la vidéo, j'ai dit que Newton était habile de ses mains. Et ben ça, c'est ce qu'on appelle un euphémisme. Ouais, c'est-à-dire que, en plus du reste, vous voyez ça, je sais pas, comme un genre de hobby, Newton va bricoler un peu et nous pondre un télescope. En fait, à l'époque, quelques années plus tôt, donc, Newton a envie d'améliorer un modèle de télescope qui s'appelle le télescope de Grégori, ou qu'on appelle en français le télescope grégorien. C'était un type de télescope à réflexion qui avait été conçu avec l'aide d'un grand spécialiste de l'optique, un gars dont vous avez peut-être déjà entendu parler, et qui s'appelait Robert Hooke. Ouais. Non mais je veux dire, quand Newton avait quelqu'un dans le pif, en vrai c'était terminé. Et Newton va développer le premier télescope parabolique, à 2 miroirs. En gros, la lumière, elle entre, elle est réfléchie par un miroir parabolique et renvoyée vers un autre miroir où ça converge, et c'est renvoyé, donc depuis ce miroir, vers votre œil. Ce qui est surtout très étonnant, c'est que le grossissement de ce télescope est de 40 fois, alors que Newton l'a fait tout seul. En vrai, vu le gars, j'ai presque envie de dire que c'est pas si étonnant que ça. Hein. Non, mais tout seul. C'est-à-dire que Newton, à la ferme, c'est pas sa daronne qui va venir l'aider. Donc quand il décide de faire un télescope, il le fait tout seul. Y compris les miroirs. Quoi? À la main? Non, avec les pieds, connard. Mais quoi? Mais bien sûr qu'il les fait à la main, ces miroirs. Et il présente son télescope à la Royal Society sous l'impulsion d'Isaac Barrow, et c'est ce qui lui permet d'entrer dans cette institution en grande pompe en 1672. Bon, ok, mais là, ça commence à devenir long, franchement. Il a fait quoi d'autre sur la période? Je pense qu'il serait temps de parler de ce qu'on attend tous, non? 2 secondes. J'ai encore un truc de fou sur l'optique. Mais allez... Newton voulait étudier l'œil humain et son rapport aux couleurs et à la lumière. C'est pourquoi il s'est inséré un bâton sous l'œil, entre l'œil et l'os, pour aller appuyer derrière et voir ce que ça ferait. Ça va, d'accord? Et ça a marché. Il a vu des cercles lumineux et puis il a fallu qu'il s'enferme dans le noir pendant plusieurs jours afin de pouvoir retrouver complètement la vue. Bah, merci pour ça, Newton. Je veux dire, c'est un travail d'équipe, on apprécie l'effort. Bah, de rien. Bon, est-ce qu'on peut parler de la gravité maintenant? Bon, en vrai, je pense qu'il est temps, là. Ok, on va commencer par un truc qui est important parce que c'est sans doute le truc le plus connu au sujet de Newton. L'histoire de la pomme. Alors déjà, quand on pense à Newton, on se dit, il a pris une pomme sur la tête, boum, Eureka, la gravitation. Alors déjà non, pardon, mais Eureka, c'est Archimède, ok? Évidemment, cette histoire est fausse. Pour cette anecdote, on a 2 proches de Newton qui en racontent une autre version et dont on a de bonnes raisons de penser que celle-ci, oui, est vraie. Le premier, c'est William Stuckley, le médecin privé de Isaac Newton, qui d'ailleurs écrira une biographie d'Isaac Newton et qui, à ce sujet, je cite, « Après un dîner le 15 avril 1726, la météo étant bonne, nous sommes allés au jardin et nous avons bu du thé à l'ombre d'un pommier, seulement lui et moi. Entre différents sujets, il m'a dit qu'il s'était déjà trouvé dans la même situation quand il avait formellement eu en tête l'idée de la gravitation, ce qui était dû à la chute d'une pomme qu'il aperçut. L'air contemplatif. Ça reste sympa comme anecdote, il y a une pomme qui tombe, donc c'est pas que du mytho non plus. Et le deuxième qui corrobore cette histoire, c'est le mari de sa nièce dont on a déjà parlé sans le nommer, John Conduit. C'est lui qui disait que Newton, à sa naissance, pouvait tenir dans un verre d'eau, en gros. Bref, tout ça pour dire que c'est pendant cette période-là, pendant ce confinement, que Newton va se demander si la force qui fait tomber une pomme s'étend jusqu'à la Lune. Et pourquoi, si c'est le cas, est-ce que la Lune ne tombe pas sur la Terre? Et si vous avez bonne mémoire, on en a parlé ici même, il y a 12 ans. La Lune, quant à elle, n'est tenue par rien du tout. Pourquoi ne tombe-t-elle pas? Et le coup de génie Newton, évidemment, c'est pas juste de se poser cette question. Mais c'est de se dire que, si, la Lune, en fait, elle tombe. Le poète Paul Valéry a dit une phrase qui illustre bien ce truc-là. Il a dit « Il fallait être Newton pour apercevoir que la Lune tombe quand tout le monde voit bien qu'elle ne tombe pas. » Mais avant de parler de tout ça plus avant, il faut d'abord qu'on parle un petit peu de Kepler. Parenthèse.
Kepler, c'est un astronome danois qui travaille pour un autre astronome danois qui s'appelle Tycho Brahe. Celui-là, Tycho, il est très pote avec le roi du Danemark et donc celui-là lui file une île, l'île de Hven, pour qu'il y construise un observatoire. Et avec cet observatoire, il va prendre plein de mesures, notamment la position des étoiles ainsi que des planètes. Et c'est là que Kepler entre en jeu. Il va compiler ces données à la main, évidemment à la main, et il va en déduire les 3 lois sur les mouvements des astres, aussi communément appelées les 3 lois de Kepler. La première, c'est la loi des orbites qui explique que une planète qui tourne autour d'une étoile, elle ne tourne pas de façon circulaire, mais elliptique. La deuxième, c'est la loi des aires qui explique qu'on balaye des aires égales en des temps égaux. En gros, vous imaginez une planète qui tourne autour d'une étoile, si elle balaye une aire A en une semaine à un endroit donné, voilà, vous prenez n'importe quel autre endroit de l'orbite, vous regardez l'aire qui est balayée en une semaine, ce sera la même. Et de là, on déduit que plus une planète sur son orbite est proche de l'étoile autour de laquelle elle tourne, plus elle va vite. Et la troisième loi, et spoiler, c'est celle-là qui va intéresser Newton, c'est la loi des périodes. Et ça dit que le rapport de la période au carré sur le demi-grand axe de l'ellipse au cube, c'est une constante. Ouais, mais enfin, dit comme ça dit strictement rien, hein, je veux dire. Pardon. Attends un peu, on y revient très vite. Et fin de la parenthèse, on retourne à Newton. C'est en bossant sur les lois de Kepler que Newton va développer ses propres lois. Les lois de Newton. La première loi, c'est le principe d'inertie qui stipule qu'un objet dans l'état de repos ou dans un mouvement uniforme va le rester à moins qu'une force n'agisse dessus et le contraigne à changer d'état. Ça peut vous sembler absolument évident, ça ne l'est pas. La deuxième loi va tellement tout changer qu'on l'appelle tout simplement le principe fondamental de la dynamique. C'est-à-dire que Newton, chaque fois qu'il bosse sur un truc, on finit par l'appeler fondamental. Je dis ça, je dis rien. Et cette loi dit que les changements qui arrivent dans le mouvement sont proportionnels à la force motrice. Et on l'applique principalement sous la forme suivante. La somme des forces extérieures qui s'appliquent à un corps est égale à la masse de ce corps multipliée par l'accélération de ce corps. Somme des forces égale ma. Et on va y revenir très vite, mais juste, vite fait la dernière, le principe des actions réciproques. En gros, l'action est toujours égale à la réaction. Si A applique une force sur B, B applique une force égale et opposée sur A. Maintenant, outre ce travail qui, reconnaissons-le, est colossal, le génie en plus de Newton a été de comprendre que la loi qui régit le mouvement des astres est la même putain de loi que celle qui régit la chute d'un corps. Et là, il y a une personne dont on n'a pas encore parlé pour l'instant, en tout cas pas concernant la gravité. Robert Hooke. Hooke pensait, et on va pas faire semblant de croire que Newton n'était pas au courant, hein. Non, c'est évident que Newton s'est directement inspiré de ses travaux. Voilà. Hooke pensait que la loi qui régit le mouvement des astres est inversement proportionnelle au carré de la distance. Et il avait raison. Mais il ne l'avait jamais démontré. Juste, c'est même pas une parenthèse, c'est rien, mais juste, ça me fait penser. Vous connaissez cette citation qui dit « Si j'ai pu voir aussi loin, c'est parce que je me dressais sur les épaules d'un géant. » Bon c'est Newton qui a dit ça à Hooke, en signe de reconnaissance et de gratitude pour son travail. Et évidemment, c'était un troll. Oui, parce que déjà, Robert Hooke, en fait, physiquement, il était petit. Il était petit. Et donc, il y a un monde dans lequel cette phrase, c'est pas du tout un compliment, en fait. Maintenant, quand Newton va publier ses résultats concernant la gravitation, Hooke, il va la voir un peu mauvaise. Et il va accuser Newton de l'avoir plagié. Ce dont Newton va se défendre. Mais il y a un gars qui s'appelle Alexis Clairaut, et qui, bien plus tard, va analyser ce que les deux ont écrit sur le sujet, et il va dire, écoutez bien, c'est merveilleux, il ne faut pas penser que cette idée de Hooke diminue la gloire de Newton. L'exemple de Hooke sert à voir quelle est la distance entre une vérité qui est entrevue et une vérité qui est démontrée. Robert Hooke, chaque fois qu'il ouvre la bouche, il y a quelqu'un qui lui tire dessus à balles réelles. Là, c'est pour sa tronche. Même à titre posthume, même des années après sa mort, le gars continue de se faire défoncer. Mais en même temps, c'est pas tout à fait un hasard si aujourd'hui on se rappelle de Newton et pas franchement de Hooke. Et on va voir pourquoi, parce qu'on va voir, alors pas dans le détail, on va voir comment Newton a démontré que oui, en effet, la loi qui régit le mouvement des astres est inversement proportionnelle au carré de la distance. Si vous prenez la troisième loi de Kepler,
celle des périodes, vous savez, où vous avez le machin sur le grand axe, au cube, je sais pas quoi, machin, ça fait une constante. Voilà. Et le principe fondamental de la dynamique, la somme des forces égale à ma, vous vous retrouvez avec, en gros, deux équations mathématiques. Si vous partez maintenant du principe que la gravitation est la seule force qui fait tourner une planète autour d'une étoile, ben, dans votre somme de force égale à ma, somme de force, c'est la gravitation. Et si vous dites maintenant que, mettons, grand G, c'est une constante, qu'on va appeler constante de gravitation, que grand M, c'est la masse de l'objet lourd, mettons la masse de la Terre dans notre exemple, et que petit m, c'est la masse de la Lune, toujours dans le même exemple, si vous déroulez simplement les maths, vous tombez sur l'équation de la gravitation universelle de Newton. À savoir, F égale grand G, grand M, petit m, sur R au carré. R, c'est la distance. Et le sur R au carré, c'est bien inversement proportionnel au carré de la distance R. Et à partir de là, alors là, c'est fini, c'est bon. Newton, on va s'en rappeler pendant 10 000 ans, il n'y a pas de problème. On oubliera Huygens, Hooke, on oubliera qui vous voulez, tous les mecs qui sont venus le faire chier, on n'entendra plus parler. Newton, c'est ad vitam. Mais le monde scientifique devait être fou quand ils ont vu ça, non? Alors, c'est marrant de formuler cette question ainsi. Et plutôt que de répondre directement, je vais vous proposer une petite mise en scène de comment ça s'est passé, comment le monde scientifique a eu vent de cette petite révolution dans le monde des sciences. Bonjour mon brave, je discute... Il ressemble pas du tout à ça, Edmond Halley. Mais qu'est-ce que t'en sais? Tu l'as déjà rencontré toi, Edmond Halley? Non. Alors ferme ta gueule. Je discutais avec des collègues sur les lois des mouvements des planètes. Peut-être connaissez-vous mon grand ami Robert Hooke. Et je souhaitais vous demander, ô grand scientifique insondable et impalpable, si vous sauriez estimer pour moi la trajectoire hypothétique d'une planète dont la force attractive de son étoile diminuerait avec le carré de la distance. Eh ben, c'est une ellipse, voyons. Une ellipse. Enfin, c'est fort charmant. Et surtout, très intéressant que vous puissiez répondre aussi promptement à une question, somme toute, pas si facile. Est-ce qu'on serait pas un peu coincé, mon con? Ah non, mais j'ai fait le calcul il y a des années, en 1666. À l'époque où il y avait eu la peste, et que j'étais rentré à la ferme de Wolfsdorf. À la ferme? Oui, à la ferme ta gueule, Edmund. Je te dis que j'ai fait les calculs il y a 10 ans déjà, j'ai les réponses à toutes tes questions. En ce cas, jeune imperturbable calculateur, ne vous êtes-vous pas dit qu'il serait peut-être pertinent de partager vos découvertes avec le monde scientifique? Il est heureux que... Enfin bref, est-ce que je peux voir ces documents, s'il te plaît? Alors, c'eût été avec un immense plaisir. Malheureusement, ces documents... C'est pas que je les ai perdus, hein. C'est juste que l'endroit où ils sont, je sais plus c'est lequel. Écoutez, cher et illustre ami, avec toutes les amitiés que l'on se doit, je pense qu'il serait de bon ton de se bouger le cul et que tu trouves ces documents rapidement. Ça me semble important quand même. Mon brave Edmund, voici le travail que tu m'as demandé. Je me suis replongé dedans et j'ai établi ce manuscrit de 9 pages intitulé De motu corporum in girum, ou sur le mouvement des corps en orbite, au cas où tu serais également nul en latin. J'ai prouvé tout ce qui te posait souci, à la prochaine mon gars, signé Isaac Newton, véritable inventeur de la théorie des couleurs. Chers amis et illustres collègues, j'ai pris la liberté de partager vos travaux avec les membres illustres de la Royal Society, et ces membres illustres se joignent à moi dans l'étonnement qui nous accable de constater que vous n'avez pas pris l'initiative de partager vos travaux au reste du monde. Ils m'ont ainsi commandé de vous inviter, toujours avec le respect qui m'incombe, à te bouger le cul s'il te plaît pour sortir ton putain d'ouvrage, parce que le monde attend. S'il y a que ça pour vous faire plaisir, je m'en occupe. J'aurai au moins la motivation de savoir qu'une fois que ce sera fait, tu me lâcheras la rondelle. Quoi? Lâcheras. Oh. En 1687, l'ouvrage sort enfin, il s'agit des Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, où il établit formellement toute sa théorie de la mécanique et de la mécanique céleste. La première grande unification de la physique qui va le bouleverser les sciences et l'industrie. Il faudra attendre 250 ans pour que ce soit, non pas remis en cause, mais complété par un certain Albert Einstein. Bon, voilà, en gros, on a quasi terminé. Là, je me ferai bien une petite pause. J'en profitais pour vous raconter 2-3 anecdotes qui n'ont pas leur place dans la vidéo normalement, mais qui permettent de mieux cerner le perso de Newton. Vous vous rappelez, je vous ai dit que
quand la maman de Newton s'est barrée avec le pasteur, il l'avait pris de travers. Bon, en fait, il a menacé de cramer leur baraque avec eux dedans. C'était un mec calme, hein, Newton. Autre chose, Newton, donc, il a été professeur pendant des années hein, à Cambridge. Sauf qu'il était nul en tant que prof. Nul. La plupart de ses élèves, ils venaient au premier cours et ils revenaient pas, en fait. Et Newton, quand il constatait qu'il y avait peu d'élèves dans sa classe, il s'en battait les couilles, il traçait son cours au tableau, genre limite sans dire un mot, et il se cassait pour aller continuer ses recherches. Charmant. Est-ce que vous saviez que Isaac Newton a été membre du Parlement pendant 10 ans, hein, en tant que représentant de Cambridge? Eh ben, il paraît que en 10 ans, pendant ces 10 années, la seule fois qu'il a pris la parole, c'était pour demander qu'on ferme la fenêtre parce qu'il y avait un courant d'air. Ah, autre chose aussi. Donc, Newton, il a été anobli, hein, ça vous le savez, un spoiler, hein, il a été anobli. Et alors, donc, quand il a été anobli, il a eu le droit d'avoir un blason. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? 2 tibias en croix. Ce con, il a fait un drapeau pirate. Ben, le blason de Newton, c'est... c'est ça. À une époque, Newton a investi dans une société qui s'appelle la South Sea Company. Il a perdu énormément de blé là-dedans. Il a perdu... L'histoire veut qu'il ait perdu 10 000 livres. En réalité, il en a perdu près de 20 000. Alors, vous pouvez peut-être vous dire que c'est pas énorme, mais c'est quand même l'équivalent actuel d'à peu près 4 millions d'euros. Et alors, ce qui est marrant, en fait, c'est le truc qu'il a dit à ce sujet-là. Il a dit « Je sais prédire le mouvement des astres, mais pas la folie des hommes. » T'es juste nul en économie, mec, hein, c'est peut-être ça aussi, je sais pas. On reprend? Évidemment, aujourd'hui, on connaît surtout Newton pour la science, mais en réalité, il a plus travaillé sur la théologie que sur la science. Environ 1 million de mots au sujet des sciences contre environ 1 400 000 mots dans le domaine de la théologie. Il va d'ailleurs publier quelques ouvrages sur le sujet, mais il va se montrer assez discret sur le sujet. Oui, parce qu'en effet, il sait que ses positions sont un petit peu osées pour l'époque. Newton, il vient d'une famille croyante, anglicane, donc il a été élevé dans la religion. La différence entre lui et ses coreligionnaires, c'est que pour lui, la plus grande trahison qu'on pouvait faire aux enseignements de Jésus, c'était de croire en la Trinité. Autrement dit, pour lui, prier Jésus en tant que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Ce qui en fait un péché gravissime. Ouais, donc on comprend à peu près pourquoi il l'a ramené pas trop sur le sujet en vrai. Et si on est au courant maintenant de ce genre d'informations, c'est grâce à un économiste qui s'appelle John Maynard Keynes et qui a acheté aux enchères tous les manuscrits Newton. Manuscrits qui auparavant étaient détenus par la famille Newton et qui l'avaient plutôt mis de côté. Justement à cause du contenu. Il affirme notamment qu'Isaac Newton était vraisemblablement un monothéiste judaïsant de l'école Maïmonide, et je vous garantis qu'on va pas rentrer dans le détail. Mais en revanche, faudrait pas croire une seule seconde qu'il ne croyait pas en Dieu. Non. D'ailleurs, à toutes les époques, jusqu'à au moins cette époque-là, tous les scientifiques étudient non seulement les sciences, mais également l'histoire, la philosophie et la théologie. Et Newton n'échappe pas à cette règle, hein. Il écrit « La gravité explique le mouvement des planètes, mais pas ce qui les mit en mouvement. Dieu gouverne toutes choses. Il sait tout ce qui est et tout ce qui peut être. » Un autre truc qui coince aussi pas mal avec certaines personnes au sujet de ce scientifique, qui est donc un des plus grands scientifiques de l'histoire, c'est son dévouement à l'alchimie et aux sciences occultes. Alors vite fait, pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est que l'alchimie, c'est en gros l'étude de comment transformer un métal en autre chose. C'est la recherche de la pierre philosophale, oui, celle d'Harry Potter, qui aurait comme propriété de pouvoir transformer des métaux comme le plomb en or ou en argent. Mais également la recherche d'un élixir qui permettrait de rallonger la vie et qu'on a intelligemment nommé l'élixir de vie. Et donc en vrai, c'est à ça que Newton passe une bonne partie et peut-être même une majorité de son temps.
ok? Est-ce que vous vous souvenez de l'apothicaire dont on a parlé en début de vidéo? Non. C'est chez lui que Newton va faire sa première rencontre avec cette discipline. Non, mais j'ai dit non, je me souviens pas. Mais distinction à faire, à l'époque, globalement, quand on parle de chimie, en réalité, on parle d'alchimie. Ah, mais donc on s'en fout de ce que je raconte, c'est ça, si on s'en bat les couilles. À l'époque, la différence entre chimie et alchimie, c'est très fin en réalité. J'en ai rien à foutre, putain. On parle d'alchimie dans le cas de Newton parce qu'il utilise les termes de cette discipline, mange tes morts, mais en réalité, ce sont les mêmes termes, le même vocabulaire qui est utilisé également pour la chimie. Va manger un sac de tub. Quoi? Bon, sauf que Newton, lui, il travaillait vraiment à l'alchimie. Il cherchait véritablement la pierre philosophale, l'élixir de vie, voilà. Notablement, ce qu'on sait, c'est que, conséquence de ce truc-là, il s'est chopé un vilain truc. Il s'est empoisonné avec du mercure et du plomb, et ça a causé chez lui une grosse dépression. Et si on en revenait à sa vie maintenant? Ok. On en était où? On avait parlé de ses travaux scientifiques, théologiques et alchimiques. Ah oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1696, Newton, il quitte le Trinity College, et il va vivre à Londres pour y devenir le directeur de la maison de la monnaie. Ses prédécesseurs, on va dire que globalement, ils étaient là pour le prestige et ils s'en battaient un peu les couilles du boulot, ce qui n'est pas le cas de Newton. Lui, il prend ça très au sérieux. Il fait partie des maîtres de la monnaie, parmi les plus connus des directeurs de la maison de la monnaie. Et c'est pas parce que c'était Isaac Newton, non. Newton étudie un peu le truc et il estime que 20% de la monnaie en circulation est de la contrefaçon, et qu'il faut impérativement remédier à ça. Et arrêter les coupables. Je dis ça, spoiler, ça va être important. Et arrêter les coupables. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que contrefaire de la monnaie de son pays, surtout à cette époque-là, non seulement c'est haute trahison, mais c'est immédiatement potence ou écartèlement. Vous avez le choix, mais entre ça et ça, quoi. Et Newton, il est tellement chaud qui va enquêter directement lui-même sur le terrain. Genre, il va aller se déguiser pour aller dans des tavernes où on échange de la fausse monnaie. Et il enquête, et quand il y a une arrestation, il procède lui-même à l'interrogatoire des suspects. Il a tout seul envoyé des dizaines de gars à la potence et a démantelé tout un réseau de contrefacteurs de monnaie. Il a également changé la façon dont on fabrique la monnaie, ce qui a permis d'économiser à son époque, environ 3 millions de livres de son époque. Et en 1705, c'est la consécration pour ce jeune fermier, fils de bouseux, qui est désormais devenu un des plus hauts postes de l'élite de la nation anglaise. La reine Anne rend visite au Trinity College et anoblit Isaac Newton. Alors on ne sait pas s'il a été anobli pour ses travaux scientifiques ou pour son boulot à la maison de la monnaie. On s'accorde pour dire que la raison était sans doute avant tout politique, mais on va dire que c'est pour les deux. Toujours est-il que donc, en 1705, il est anobli et que donc il s'agit désormais de Sir Isaac Newton. Ce qui est déjà pas si mal, surtout, et puis tout ça, donc jusqu'en 1727, quand il meurt dans les conditions dont on a parlé au début de la vidéo. Et si on se rappelle pas, la putain de toi, eh ben tu remates la vidéo et t'arrêtes de faire chier. Il repose donc à l'abbaye de Westminster, premier scientifique au milieu des rois et des reines. Pour terminer cette vidéo, qui est somme toute déjà assez longue, je vais citer Alexander Pope, qui est un poète anglais, qui a écrit une épitaphe pour Newton, mais qui n'est pas sur sa tombe. La nature et les lois gisaient dans la nuit, alors Dieu dit que Newton soit, et la lumière fut. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, vous pensez bien sûr à lui mettre un pouce comme ça, à le commenter, à le partager autour de vous, c'est très important. Pensez bien sûr à vous abonner ou à vous réabonner le cas échéant, ainsi qu'à activer la cloche si vous voulez pas louper les prochaines vidéos. D'ailleurs, là c'est le moment, faut que je pousse un coup de gueule, putain. Abonnez-vous à la chaîne Astronogeek. C'est absolument scandaleux qu'il n'ait pas encore dépassé le million. Il est à ça. Il est à ça. Il y a les 10 ans de sa chaîne qui approchent. Il est à ça de dépasser le million. Merde! Je vous mets le lien dans la description parce que c'est là qu'on met les liens, en fait. On se retrouve évidemment très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, bien sûr, restez curieux. Et prenez le temps d'y penser. Notamment à Robert Hooke, un petit peu.